vous êtes fan de rugby, bienvenue dans cette émission consacrée à un international au palmarès plus qu'enviable. Écoutez ça, 3 fois champion de France sous le maillot Biarrot, finaliste de la Coupe d'Europe en 2006 contre le Munster. Il totalise 35 sélections en équipe de France, équipe avec laquelle il s'est retrouvé vice-champion du monde en 99 et a remporté le Grand Chelem en 98 et 2003 avant de remporter le tournoi Destination en 2006. Nous allons donc parler performance, compétition et valeurs liées à ce sport de gentleman. Et si vous n'aimez pas le rugby, je vous en prie, ne fuyez pas. L'homme qui occupe le fauteuil rouge de VIP est venu aussi pour dévoiler le visage inattendu de sa personnalité, son enfance avec ses 7 frères et sœurs, son éducation religieuse et la place de la foi dans sa vie d'adulte, mais aussi son engagement avec le reste de la fratrie auprès d'une association qui aide les frères et sœurs à rester ensemble en cas de problèmes familiaux. Thomas Lièvremont, bonjour. Bonjour. Et merci de nous retrouver. Donc les fans de rugby auront tout de suite reconnu Thomas qui est 3e de ligne centre. C'est comme ça que vous dites? 3e ligne centre. Pas très forte en rugby, vous allez vite vous en rendre compte. 3e ligne centre, ça fait 7 ans que vous êtes à Biarritz. Vous allez passer à Dax, c'est ça, très bientôt. Juste déjà, peut-être pour expliquer aux gens comme moi, pas très carrés sur le rugby, c'est quoi le poste de 3e ligne centre? C'est un poste important, je crois. Oui, ça fait partie des postes. Il y a une épine dorsale dans une équipe de rugby. Il y a 5 joueurs un peu plus importants que les autres, si tant est qu'il y a des joueurs plus importants. Donc le 3e ligne centre, le numéro 8, en fait partie. Donc c'est un joueur qui est un peu là pour organiser le jeu, pour trier les bons et les mauvais ballons et pour entraîner son équipe. D'accord. Et vous, en plus, vous êtes souvent, très souvent, vous avez été capitaine de votre équipe. Ça nous dit aussi quelque chose du leadership que vous pouvez manifester au sein de votre équipe. Oui, c'est une fonction qui me sied bien. Vous savez que j'ai toujours aimé passer devant, montrer l'exemple et en tant que capitaine, c'est le rôle que j'ai toujours essayé de remplir. Comment on fait pour entraîner comme ça 14 gars derrière soi c'est naturel. Pour les motiver? C'est naturel. Il faut montrer l'exemple tout simplement. À partir du moment où on passe devant, où on dit suivez-moi, on va y arriver. Les joueurs, il y a plusieurs joueurs, je ne suis pas le seul, mais dans un groupe, il y a toujours des leaders. Et moi, j'ai toujours fait partie des leaders, donc c'est assez naturel. Mais ça implique d'être soi-même presque exemplaire, oui, quand même, et puis avoir une grande exigence personnelle aussi. Oui, on n'a pas trop droit à l'erreur, c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est en étant dur avec soi-même, en essayant de rien rater, de montrer le bon exemple, on progresse soi-même et on fait avancer les autres, donc c'est un rôle gratifiant aussi. Dans le milieu du rugby, on dit que vos qualités à vous, ce sont lesquelles? C'est la rapidité? Non, pas forcément. Non. La puissance, peut-être? Un peu de puissance, forcément. Oui. Mon rôle le demande, de l'agilité et de la maîtrise du poste et du jeu, et une bonne vision du jeu. Voilà, c'est ce qu'on dit de moi. Alors, on va quand même préciser à nos téléspectateurs qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, on n'a pas encore eu la sélection de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, donc on ne peut pas en parler. Pas encore en parler. Tout simplement, pour vous, ça va tomber demain. On enregistre vraiment cette émission très en amont de la Coupe du Monde. Voilà, comme ça, c'est dit. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le monde du rugby, on parle beaucoup de ce joli coup concernant les transferts pour l'équipe de Dax qui réunit 3 des Lièvremont, parce que vous êtes 8 quand même, oui, dont 3 en tout cas à jouer en pro, et vous avez un frère Marc, un autre frère Mathieu, et tous les 3 vous allez jouer ensemble dans le même club. Ouais, c'est quand même unique. Je pense que c'est unique, ou du moins dans le rugby professionnel. Donc Marc est l'entraîneur de Dax depuis 2 saisons, et on a voulu, c'est le frère aîné de la famille, et on a voulu évoluer ensemble avec Mathieu qui lui jouait à Agen, et évoluer sous ses ordres, sous son commandement, et pour se retrouver, pour un peu refaire la famille. On était ensemble, on a grandi du côté d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, et là on va se retrouver dans les Landes. Avant qu'on en vienne à votre enfance, expliquer un peu comment cette tribu, parce qu'on peut parler de tribu, la tribu Lièvremont a grandi sous le signe du rugby. Je voudrais vous poser quelque chose par rapport à votre métier de rugbyman. Est-ce que il y a des performances à avoir, surtout quand on joue comme vous à un si haut niveau? Vous avez déjà eu des doutes, vous, sur l'intérêt de la performance? Vous aimez gagner? Vous avez déjà un peu réfléchi à ça? J'ai toujours joué j'ai eu la chance de jouer dans des équipes qui jouaient le haut de tableau, que ce soit avec Perpignan, qui a été finaliste du championnat à l'époque, et avec Biarritz, avec qui j'ai remporté 3 boucliers. J'ai toujours joué dans des équipes qui visaient la performance. Je vais sur Dax, c'est pour un autre challenge.
je jouerai pas le bouclier de Brennus l'an prochain, mais c'est de maintenir l'équipe. Donc la performance, à quel niveau qu'elle soit, elle est toujours présente. Et à votre avis, quels sont les fondements du succès? Qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans son sport, en tout cas, en ce qui vous concerne? Je crois que tout vient de la détermination du joueur ou de l'homme. Après, il faut une part de réussite, mais c'est vraiment l'envie qu'a le joueur de réussir et de se donner les moyens de réussir. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière sportive. J'ai fait des bons choix, je suis tombé sur les bonnes personnes. C'est tout un concours de circonstances. Mais le mental, c'est le plus important. C'est ce qui détermine toute une carrière ou la durée d'une carrière en tout cas. Mais comment ça se muscle, un mental? Parce qu'un corps, j'ai une bonne idée quand même de comment on peut muscler un corps, mais un mental. Mais le mental, je pense que certains l'ont plus que d'autres. Ceux qui réussissent et le plus longtemps, vous aviez déjà un mental fort en fait au départ. Je sais pas, parce que quand j'ai commencé le rugby, c'était pas forcément, je savais pas que je jouerais un jour en première division, que je jouerais même en équipe de France. Pour moi, c'était même pas un rêve. Je ne le voyais pas du tout comme ça. J'ai joué au rugby pour les copains, pour m'amuser, parce que c'est un sport qui m'attirait. Puis ça s'est fait au fur et à mesure, mais forcément, rester au niveau pendant tant de temps, il faut un certain mental, il faut une certaine envie. Ça, c'est sûr. Il y a des joueurs qui sont pétris de talent, de qualité, mais qui malheureusement ne s'accrochent pas ou dérivent et malheureusement ne restent pas à haut niveau. Vous avez 32 ans, c'est ça? 33. 33 ans, pardon. Une carrière de rugbyman, ça peut aller jusqu'à quel âge? J'ai connu des joueurs qui jouent jusqu'à 37-38 ans et des grands joueurs qui jouent en élite, mais le rugby n'était pas professionnel à leur début. Le rugby est passé professionnel en 96. En 96, c'est ça. Et encore à l'époque, c'était un professionnalisme à mi-temps, on dira. Oui, les rugbymen ont un autre métier à côté. Maintenant, de moins en moins. Les joueurs de ma génération ont commencé. Moi, j'ai eu la chance et le temps pour faire des études. Donc, des études, j'ai fait gestion et management du sport. Donc, j'ai passé un bac+4. Oui, ça reste dans le domaine du sport et du tourisme. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, on leur demande très vite d'intégrer les centres de formation, de faire la muscu plus tôt, alors que nous, la musculation, ça n'existait pas quand j'ai commencé le rugby. Et vous avez une idée de ce que vous allez faire une fois que vous raccrocherez le maillot? Vous avez dû y penser forcément, même si c'est pas encore là maintenant. J'y ai pensé. Il me reste encore 2 saisons à jouer au plus haut niveau et c'est vrai que si on veut être performant, surtout à partir d'un certain âge, il faut mettre toutes les chances de son côté au niveau de la récupération, au niveau de la préparation. Donc on ne peut pas s'éparpiller au niveau de ses activités. Oui. Donc il me reste encore 2 saisons à profiter du haut niveau. Et après, j'ai quelques idées. Je suis en train de préparer doucement ma seconde vie. Et on peut savoir vers quoi ça s'oriente à peu près? Ce sera dans le sport et le tourisme du côté du sud-ouest, du côté de la ville de Biarritz. D'accord, là où vous habitez en fait. Là où j'habite. On parlait du mental. Est-ce que le fait d'être dans une famille qui a baigné dans le rugby depuis tout le temps, où les 8, vous avez une sœur, 6 frères. 6 frères et une sœur, oui. Voilà. Et tous sont dans le rugby, même la sœur. Peut-être qu'on est mieux compris et mieux soutenu aussi quand toute la fratrie baigne dans le rugby. Et paradoxalement, mon papa était footballeur, donc on n'a pas eu la culture rugby enfant. Le rugby est rentré progressivement dans notre vie. On a tous commencé à l'âge de 6 ans au CP le rugby. Et forcément, au début, l'aîné y a joué, puis le second. Et après, il y a eu une culture rugby dans la famille. Mais au départ, c'était pas du tout ça. C'était plus... on est allé vers le rugby parce que c'était une... À l'époque, on disait école de rugby, école de la vie, et c'est vrai que c'était... On dit toujours, hein. On dit toujours. Oui, on dit toujours. Mais c'était plus pour un sport... Mes parents voulaient qu'on fasse un sport d'équipe et un sport individuel. Et le rugby s'était imposé parce qu'il y avait des valeurs qui plaisaient à mes parents, et on a découvert ça au fur et à mesure. Après, c'est vrai qu'en grandissant, et encore aujourd'hui... quand les frères et sœurs se retrouvent, on parle plus de rugby que d'autres choses. Mais en plus, vous étiez dans une région qui baigne aussi dans le rugby. Le rugby est plus important dans le sud-ouest que le foot, non? Oui, à Argelès-sur-Mer, à côté de Perpignan, il y a une très grande école de rugby. C'est vrai que ça fait partie de la culture. Et
forcément, il y a mon frère, le troisième de la fratrie. Attendez, troisième, je l'ai. C'est François. Voilà. François est le seul qui a essayé le foot, mais au bout de... Il s'est fait huer par la fratrie. Même pas, mais il a essayé un entraînement de rugby après, et puis il n'a pas hésité longtemps. Donc c'était vraiment un sport et un jeu qui nous convenait. Alors vous parliez d'un sport individuel, pour vous ça a été l'escrime. Oui. Mais ça n'a pas duré longtemps. Il faut faire un choix. Non, c'est vrai qu'après les compétitions d'escrime étaient en même temps que les matchs de rugby, donc il a fallu choisir et nous, on a préféré les copains au sport individuel. Donc je dis nous parce que je crois que tous les frères et sœurs ont fait de l'escrime aussi, donc on y est tous passés. Et tous, vous êtes passés aussi par la case musique. Oui. Vous étiez suroccupés quand vous étiez enfant. Mais disons que nos parents nous ont... alors au départ c'était une obligation et aujourd'hui on se rend compte que c'est vraiment une chance qu'on a eue. Ils nous ont obligés à toucher à un sport collectif, un sport individuel et faire de la musique. Ce qu'ils n'avaient pas pu faire eux étant jeunes, et je pense qu'il y avait un manque à leur niveau. Et c'est vrai qu'on a fait du solfège et tous des instruments de musique plus ou moins variés. Alors vous, c'était moi j'ai commencé par la flûte traversière et j'ai enchaîné avec la clarinette. Ouais. C'est pas forcément le premier instrument où je vous aurais mis, mais après, ça, c'est des idées reçues. Ouais, mais la clarinette, c'est quand même, quand on commence à bien jouer, c'est sympa. C'est vrai que la flûte traversière, c'était un peu... mais bon, c'est une expérience. Aujourd'hui, je la retrouve des fois, je joue quelques notes, c'est sympa. Et puis le solfège, ça doit être quand même moins drôle, de travailler tout seul dans son coin, enfermé, dans sa chambre. Ouais, ça donc nous les copains jouent au rugby. Voilà, déjà, de faire le devoir, c'était suffisant. Donc faire le solfège en plus, c'était... un peu pesant, donc on est vite passé à autre chose. Vous aviez quel caractère, enfant? Quatrième de la fratrie? Le quatrième d'une famille de 8 enfants, c'est un peu la place rêvée, quoi. Les grands essuient les plâtres, les petits, les parents sont un peu moins disponibles pour les derniers. Alors le quatrième, c'est vraiment, je me rends compte avec le recul que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai profité de mes aînés, j'ai profité de mes cadets. En fin de compte, j'ai été proche d'un peu de tous. Ma maman parlerait mieux de moi, mais je crois que j'étais un garçon assez calme, assez gentil, pas un enfant sans problème. D'accord. Et cet enfant sans problème, il avait un métier en tête quand il était petit? Non, pas forcément. Bon, je crois qu'à 3 ou 4 ans, j'ai dû rêver d'être pompier ou policier, mais non, il n'y a jamais rien qui m'a trop attiré. Est-ce qu'il y a une odeur caractéristique de votre enfance? Non, pas forcément, non. Il n'y a pas une odeur particulière qui remonte? Non, des odeurs qui remontent, j'en ai, de mes enfants à moi, mais de moi enfant, non, il n'y a rien qui me marque. Vous parlez de vos enfants, de petits garçons. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis, que vous voudriez leur transmettre à votre tour à ces deux petits garçons? La quasi-totalité de l'éducation. Ah oui, c'est vrai que je reproduis sur mes enfants en essayant de l'améliorer, mais je ne sais pas si je le fais comme il faut. J'essaye d'apporter ma touche personnelle en fonction de mes points de vue, de ceux de mon épouse aussi. Mais je crois que nos parents nous ont inculqué des valeurs essentielles dans la vie et j'essaie de faire la même chose avec les miens. C'est pas facile. Je me rends compte qu'avec 2 enfants, c'est difficile. Alors eux, avec 8, ça a vraiment été très dur. Surtout qu'il y avait des jumeaux en numéro 7 et 8, il faut quand même le préciser. Jumeaux à la fin. Il y a eu des jumeaux à la fin. Mais c'est vrai que élever des enfants, c'est pas toujours facile. Moi, je me rends compte avec 2, des fois, c'est compliqué. Vous n'irez pas jusqu'à 8? Non, je n'irai pas jusqu'à 8. C'est facile, à votre avis, d'être l'épouse d'un rugbyman? Je sais pas, ça dépend. Vous avez quand même des vies particulières, non? Tout sportif de haut niveau a des vies particulières, mais en même temps, on a quand même la chance d'être souvent à la maison. Alors on part souvent, mais on est souvent à la maison, on a des horaires adaptés. Le matin, je peux déjeuner avec mes enfants, c'est moi qui les amène à l'école, je les ramène le midi. Donc je vois mes enfants très souvent, même si je suis souvent absent. Donc par rapport à mon épouse, je pense qu'elle a trouvé un équilibre entre ses enfants et puis sa vie d'épouse de rugbyman. Elle n'a pas l'air trop malheureuse, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Et vos petits garçons, ils font du rugby aussi? L'aîné fait du rugby et le second fait du judo. Il est encore trop petit pour jouer au rugby. Et, je crois que c'est un sport assez complémentaire avec le rugby, donc ça lui plaît bien. Alors, entre les compétitions d'escrime, les matchs de rugby, peut-être la musique, vous qui avez quand même grandi dans la religion catholique, j'imagine qu'au fur et à mesure, le sport a pris toute la place. Oui, par rapport à la religion, par rapport au fait d'aller au catéchisme, puis d'aller à l'église, c'est vrai qu'au bout d'un moment,
quand on se lance à fond dans un sport, ben on a pu le jour du Seigneur, c'était le dimanche, et nous le dimanche on avait des compétitions à droite à gauche. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, plus d'église, plus de messe. Ça a été vers l'adolescence un moment où on a fait un choix. Enfin, le choix s'imposait, hein, c'est vrai, et on a pris le parti du sport. Et vous en gardez quoi de votre éducation religieuse, et spécifiquement catholique? Oh, quelques valeurs. J'ai eu la chance de partager mes cours de catéchisme avec des copains qui jouent au rugby avec moi aussi, donc ça n'a jamais été un moment pénible comme je peux l'entendre chez certains copains. Moi, je me suis toujours régalé. Je crois que les catéchèses qui s'occupaient de nous étaient vraiment à notre écoute. Je me suis jamais ennuyé, donc pour moi, le catéchisme, ça reste de bons moments. Après, de mon éducation, aujourd'hui, en grandissant, avec mon expérience d'homme, de père de famille, je ne vois pas les choses comme je pouvais les voir à l'époque. Mais ça occupe une place toujours aujourd'hui dans votre vie d'adulte, la foi? La foi, je ne vais plus à l'église le dimanche, je ne vais plus à la messe, mais quand je peux visiter une église, quand je peux aller mettre un cierge, je le fais. Je prie assez régulièrement. Donc oui, Et particulièrement quelqu'un de précis? Oui, la Vierge Marie, je sais pas. Je prie beaucoup la Vierge. Je sais pas pourquoi. Depuis mon adolescence, je sais pas. Ma mère me l'expliquerait. On en a déjà parlé, mais la Vierge Marie est très importante pour moi. Alors justement, vous avez eu la gentillesse d'amener votre portefeuille en plateau. Oui. Mais c'est pas la carte bancaire que vous allez faire chauffer. Non, non, non. C'est un petit objet que vous gardez toujours avec vous. Racontez-nous un peu l'histoire de cet objet. C'est ma mère qui un jour m'a donné ça, mais il y a peut-être 15 ans, j'ai 33 ans, donc c'est même plus de 15 ans. Voilà, qui m'a donné ça un jour, qui l'a fait bénir. Alors c'est une petite médaille de Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà. Si je vois bien. Donc ça, c'est un objet qui ne me quitte jamais. Alors, que vous portez un peu comme un scapulaire. C'est un peu ça, sauf qu'elle est dans mon portefeuille, c'est pas très bien avec les pièces de monnaie, mais c'est le seul endroit que j'ai pour ne pas la perdre. Donc c'est vrai que c'est assez important. Il y a des objets, je suis pas très matérialiste, mais je serais vraiment malheureux de perdre ça. C'est un peu le symbole de votre enfance, du fait que... je dirais pas la preuve, parce que j'ai besoin de prouver à personne, ça reste entre moi et là-haut, mais c'est un peu ce qui me raccroche à la religion. On n'en parle pas beaucoup de religion dans le rugby. Non, moi j'ai eu la chance d'en parler un peu cette année parce qu'il y a un musulman qui est venu jouer à Biarritz, donc je m'intéresse un peu à tout, mais c'est vrai qu'on reste assez pudique par rapport à ses croyances, à ses superstitions, donc c'est pas des sujets dont on parle régulièrement. Alors je vais vous lire une phrase du pape Benoît XVI qui en décembre 2005 avait reçu en audience les arbitres italiens. Et qui disait ceci, c'est assez court. « Chers amis, votre présence, disait le pape donc, m'offre l'occasion de mettre en lumière une fois encore la valeur du sport qui, s'il est bien pratiqué, peut devenir un véhicule privilégié d'un inégalable message d'espérance en promouvant la culture du respect, de la loyauté et de la cohabitation sereine. » C'est quelque chose auquel vous adhérez, vous reconnaissez dans cette vision du sport ? C'était les arbitres italiens de football, donc forcément un peu moins que dans les valeurs sportives que je crois plus saines, qui sont celles du rugby. Ouais. Même si je ne dénigrerai surtout pas le football. Mais non, mais cela dit, vous avez raison. On met toujours les deux sports un peu, on les renvoie l'un contre l'autre en disant oui, le rugby, sport de gentleman, c'est sain, c'est pas encore perverti par l'argent, le végétariat, quoi que ça commence peut-être un peu. Voilà, il y a un sport en pleine mutation. Puis à côté de ça, c'est le football où tout est pourri. Si on vraiment on résume. C'est la caricature qu'on peut faire quand on compare les deux sports. Il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a eu beaucoup d'affaires dans le foot qui nous ont montré que malheureusement tout n'était pas très clair. Maintenant, c'est vrai que dans le rugby, il y a certaines valeurs qu'on prend en exemple, mais dans le monde de l'entreprise, dans le monde pour la société actuelle, qui font que le rugby reste un modèle par rapport justement aux valeurs qu'il représente. Mais des fois, c'est peut-être même un petit peu... un stéréotype, le rugby ça rime forcément, enfin ça rime pas d'ailleurs, mais on l'associe toujours rugby cassoulet. Voilà, il y a ça, il y a...
Il y a le fair play français aussi, oui, enfin bon, il y a des caricatures. Oui, c'est vrai, mais le rugby cassoulet, c'est un peu dépassé, même si le rugby de village doit rester convivial et fraternel. Maintenant, le rugby de haut niveau a des obligations qui sont un peu moins proches de ces valeurs, mais qui restent quand même fortes dans le rugby. Et par rapport, on parle d'école de rugby, école de la vie, c'est vrai que dans le rugby, on apprend la solidarité, l'entraide, le goût de l'effort, le dépassement de soi, plein de choses que la société aujourd'hui a du mal à retrouver. Donc le rugby reste un exemple. Il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas cité, c'est aussi le sacrifice. Il y a une dimension du sacrifice dans le rugby, la manière d'encaisser les chocs. Il y a un sacrifice personnel parce que pour y arriver c'est dur et il faut faire beaucoup d'efforts. Et puis il y a le sacrifice par rapport à ses partenaires parce qu'au rugby malheureusement, heureusement on n'est rien sans ses partenaires, donc on se sacrifie aussi des fois pour son partenaire, pour son copain, et ça c'est vrai que c'est une valeur capitale. C'est-à-dire qu'on prend le choc, on chute et on passe le ballon pour que... Oui, ou on va protéger le copain quand il est par terre, ou on va l'encourager, ou on va le soutenir. Il y a plein de moments dans un match, avant et après, où on peut aider ses partenaires. Alors c'est vrai qu'on disait que le rugby est en pleine mutation, parce que d'abord, on l'a déjà dit, le sport s'est professionnalisé. C'est quand même un gros changement, il faut quand même voir ce qu'il y a. Il y a quelques rugbymen qui commencent à être un peu starisés. Est-ce que c'est très bon, ça, pour la cohésion du jeu? Je ne sais pas trop, il y a eu la création de la Coupe du Monde aussi, donc il y a une dimension internationale. Oui, mais en même temps, tant que le rugby communiquera sur ses valeurs fondamentales, sur les valeurs dont on vient de parler, je crois qu'on a tout à gagner. Le rugby français international a tout à gagner à promouvoir des stars, des Michalak. En ce moment, c'est Bernard Laporte qui tient le haut du pavé, mais c'est vrai que avec l'apport des médias, la retransmission de plus en plus de matchs, l'image du rugby en sort grandie. Donc il faut faire attention, il faut mettre certaines barrières aux dérives que peuvent être le dopage ou les calendriers. Non. Est-ce que vous croyez vraiment que le fameux calendrier des rugbyman, qui était joliment fait les premières années, il faut quand même être honnête, et aujourd'hui ça devient presque vulgaire, enfin... Allez voir à quoi ça ressemble. Il y a des photos qui me choquent. Mais ça devient choquant. Ouais. De voir de jolies fesses ou des jolies cuisses ou un beau torse, moi je trouve ça... Aujourd'hui on voit beaucoup plus. Voilà, je pense que ça va un peu trop loin, mais bon, je ne me permettrai pas de critiquer. Je trouve l'idée bonne. Mais en quoi ça véhicule les valeurs du rugby? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est plus du rugby. Et là, on est dans le rugby business. Là, voilà, c'est plus dans les valeurs du rugby. Mais il faut aussi... je veux dire, bon, c'est Max Guazzini, le président du Stade français, qui a lancé ça. Ça a beaucoup fait parler. Ça a popularisé encore plus le rugby. Même si il y a certaines photos aujourd'hui qui sont un peu... tendancieuse. Alors il y a aussi une autre mutation dans le rugby, c'est qu'on demande, vous nous disiez, nous, quand j'ai commencé le rugby, on ne nous demandait pas de faire de la muscu, etc. Aujourd'hui, il y a une sorte d'athlétisation des joueurs, et j'ai retrouvé une petite phrase assez rigolote dans un site sur l'historique du rugby, sur le seuil de tolérance des dommages acceptables, des dommages physiques sur les joueurs, qui ont évolué avec la société, et qui dit que jusqu'au 19e siècle, on pouvait aller jusqu'à la fracture osseuse, il n'y avait aucun souci. Aujourd'hui, on supporte jusqu'à l'hématome seulement, mais évidemment plus la fracture osseuse. Enfin, c'est intéressant de voir justement, parce qu'il y a une notion de violence dans le rugby quand même. Il y a de la violence, mais c'est vrai qu'avec la professionnalisation, les joueurs se préparent de mieux en mieux. Les structures médicales et les progrès de la médecine font que on décèle, aujourd'hui on peut passer un IRM en 48 heures, ce qui n'était pas possible il y a 10 ou 15 ans ou même 50 ans. Donc aujourd'hui au niveau de la médecine, on est vraiment, le monde professionnel est en avance, donc permet de déceler le moindre bobo, le moindre risque. Et c'est vrai que quand un joueur... quand on peut le faire reposer une semaine pour qu'il puisse tenir 2 mois en suivant par la suite, c'est pas très joli, mais quand on peut économiser un joueur, on le fait, et c'est bien pour la santé du joueur, parce que il y a beaucoup de coups, les rythmes des matchs sont très élevés, et au bout d'un moment, l'organisme ne peut pas tenir. Et vous avez eu à souffrir de blessures graves? Grave. Ah, vous avez regardé votre genou gauche, là, il s'est passé quoi sur le genou gauche? Non, je regarde, j'ai eu quelques luxations, mais jamais une blessure qui m'a éloigné des terrains plus de 3 mois, donc des déchirures musculaires, On doit se remettre en cause quand même.
quand on est... Mais c'est le plus dur dans le sport de haut niveau, alors c'est pas simplement dans le rugby, c'est la blessure, parce que pendant qu'on est blessé, on doit se soigner, mais les autres continuent à jouer, l'aventure humaine continue. Et, sans vous et sans nous, et on est, comme on dit dans le jargon, on est au garage et on attend, et on voit les voitures passer, et on se dit, mince, quand est-ce que je peux reprendre? Donc c'est vraiment une période difficile pour un joueur, la blessure. Mais on parlait de qualité mentale. Le joueur, celui qui va revenir le plus vite, c'est celui qui va s'accrocher le plus, qui va bosser. Et généralement, ça se passe bien. Alors on est en train de parler d'un sport qui est rude. Hein. D'ailleurs, il y a un ancien joueur de rugby, Daniel Herrero, qui dit que dans le rugby, on donne et on partage dans le rude. Ça dit bien ce que c'est. Mais on n'a pas encore parlé de la dimension conviviale aussi du rugby. Et je ne parle pas que de la troisième mi-temps. Je vois le regard qui brille. Non, mais c'est vrai que c'est un sport qui est de terroir, un sport convivial, un sport historique. Et au départ, le rugby, on a toujours associé le rugby à troisième mi-temps. C'est-à-dire que les deux équipes, à l'image du rugby, c'était les deux équipes se bagarrer au sens propre comme au sens figuré sur le terrain, puis aller faire la fête ensemble au clubhouse pour la troisième mi-temps. Les choses ont évolué, mais la convivialité dans le rugby, elle existe toujours. C'est une des valeurs essentielles et capitales. Les équipes, mais que ce soit de petit niveau, chez les jeunes ou même chez les professionnels, même chez les équipes, dans les équipes nationales, les équipes qui réussissent, il y a toujours ce petit supplément d'âme, cette convivialité. À Biarritz, il y avait ça. Vous êtes resté 7 ans. Biarritz, oui. C'est une équipe un peu à part pour ça, justement. Et forcément que j'ai trouvé mon compte à Biarritz, parce que cet esprit de famille, de copains était très présent. Mais je ne m'avance pas si je dis que c'est le cas dans la majorité des équipes, des grandes équipes. On va parler de ce que j'avais annoncé en introduction. Il s'agit d'une association que vous et toute la famille, on va dire la fratrie Lièvremont, soutient, le mouvement pour les villages d'enfants. C'est pas un hasard si on vous a demandé à une fratrie, à vous tous, de soutenir cette association qui a pour but, je vais le dire rapidement, mais vous allez nous expliquer un petit peu plus en détail, de garder ensemble les frères et les sœurs lorsqu'il y a des problèmes avec des déficiences parentales, et surtout que les fratries ne soient pas séparées. Ça, c'est votre combat. Oui, c'est le mouvement pour les villages d'enfants est venu nous voir il y a 3 ans maintenant pour chercher un vecteur de communication. Déjà dans le rugby, puisque les valeurs du rugby, de la fratrie, de la solidarité, étaient importantes. Et en plus, pour trouver dans le rugby une fratrie, forcément les Lièvremont, la famille Lièvremont est venue. Donc, et une fratrie qui a très bonne réputation, il faut quand même dire ce qui est. Là, on voit le logo de la MVE. Il faut quand même dire ce qui est. Vous avez tous une bonne réputation, vous êtes tous des garçons et une fille, donc ça, c'était important, ça aussi. Je crois, mais c'est pas à moi d'en parler. Mais je pense que nous avons une bonne image. Maintenant, voilà, concernant notre implication, comme on nous a dit, mouvement pour les villages d'enfants, c'est fait pour rassembler les fratries. De suite, on a foncé, qu'on n'a pas hésité un instant, et on essaye depuis 3 ans de tout faire pour promouvoir cette fondation, puisqu'elle est passée fondation l'an dernier, et de donner le maximum de chance à ses frères et sœurs qui n'ont pas, on a eu la chance d'être élevés avec nos frères, avec nos parents, un couple stable, et déjà que ces enfants sont privés de leurs parents, souvent dans des conditions assez difficiles, qu'ils aient au moins la chance de grandir avec leurs frères et sœurs. Et c'est une action sur le long terme, donc il y a des villages où ils peuvent être réunis, il y a une sorte de grande fratrie comme ça qui se crée, et surtout on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, et on les suit encore derrière, on ne les lâche pas dans la nature, c'est vraiment sur le très long terme. C'est sur le très long terme, ils prennent les enfants à partir de quelques mois jusqu'à justement qu'il y ait réinsertion. C'est à peu près 600 enfants par an dont s'occupe la fondation pour MVE. Donc c'est vraiment un gros travail. Ce sont des villages, des foyers avec tout l'encadrement nécessaire pour que ces fratries vivent ensemble et mûrissent, grandissent ensemble. D'ailleurs, c'est le terme c'est le titre du clip de la chanson des MVE pour soutenir un peu la fondation. Pour soutenir la fondation. Vous disiez 600 enfants par an. C'est déjà énorme, mais quand on sait qu'il y a 86 000 enfants qui auraient besoin de ce genre de suivi, rien qu'en France, on se dit, c'est une goutte d'eau. Il y a encore du boulot, mais il faut bien commencer quelque part. Et c'est vrai que si on peut
par notre notoriété, par notre image, aider cette fondation et permettre à un plus grand nombre d'enfants, de fratries de se retrouver. Pour nous, ce sera vraiment une réussite. Voilà, il y a déjà eu 1800 enfants qui sont passés par les services de cette fondation et c'est déjà beaucoup. Ce que je propose, vous avez parlé de ce clip, on va pouvoir le regarder. Donc Grandir ensemble, c'est une chanson à la base. Oui. Et il y a combien de rugbymen qui ont participé? Une trentaine de rugbymen français et internationaux. On parlait des valeurs du rugby. Là, il y a vraiment la solidarité des rugbymen. Il a suffi de 3 coups de fil et tout s'est réglé comme ça. Vraiment, les joueurs ont été, la majorité internationaux ont été exceptionnels, ont répondu de suite à l'appel et c'est vrai qu'il y a une trentaine de joueurs des plus connus en France qui ont participé à ce clip. C'est une fierté, quoi. Pas une fierté personnelle, mais une fierté pour mon sport. Oui. Mais que la grande famille du rugby oui, se soit retrouvée autour de ce projet. Je vous propose qu'on l'écoute un peu, cette chanson, et qu'on regarde ce clip Grandir ensemble. Donc. J'ai soigné mes blessures, suis devenu plus fort. Prêt à briser les murs, j'avance encore et encore. Et demain dans l'arène, ne pas baisser les bras. Ne pas briser la chaîne, soudé dans le combat. Je vais penser à tous ceux qui croient en notre avenir. Rendre quelqu'un heureux, voir des milliers de sourires. De sourires, de sourires, des milliers de sourires. On ira main dans la main, arracher la victoire, écrire sur tous les terrains une nouvelle page de l'histoire, une nouvelle page de l'histoire. Grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de marcher ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de rester ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de marcher ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager, grandir ensemble sans jamais oublier de rester ensemble. On va grandir ensemble, grandir ensemble et tout partager. Voilà, donc le but, c'est quand même de faire soit télécharger cette chanson pour 99 centimes d'euros sur le site qu'on a pu voir s'afficher grandirensemble.net, et puis même éventuellement faire un don. Oui, mais je crois que... Ça peut être sympathique. Un petit mot du chanteur qu'on a vu passer, peut-être? Bertrand s'est impliqué voilà, dans l'aventure. On lui a proposé. Bertrand Huzel. Il a plongé de suite et je crois qu'il a vraiment fait une jolie chanson. Il a fait un gros boulot. On le voit dans le clip. Je crois qu'il a pris beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un qui apprécie le rugby. Enfin, quand on voit le clip, quand on écoute cette chanson, moi, je crois que c'est vraiment une réussite. Donc, j'espère qu'il en fera d'autres pour le MVE, mais pour d'autres associations, et puis pour lui, parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup. Alors, merci de me faire la transition par rapport aux autres associations, puisque tant qu'on est dans le domaine des valeurs et de l'associatif, vous supportez vous aussi une autre association qui est cette fois-ci plus locale, une association qui s'appelle Antoine Nino. Antoine Nino sans frontières. Antoine Nino sans frontières, donc c'est l'histoire de deux petits garçons. C'est l'histoire de deux petits garçons et c'est surtout l'histoire de parents de deux petits garçons polyhandicapés qui se sont bougés pour faire évoluer, pour donner un maximum de chance à leurs enfants. Antoine et Nino, donc, et ils ont trouvé une thérapie qui malheureusement ne se trouve qu'au Canada. Donc il a fallu récolter des fonds pour pouvoir aller sur place au Québec et suivre le traitement sur un mois. Donc là, ils ont déjà fait 2 séjours. Puis j'espère que l'association va continuer à vivre pour qu'il y ait une évolution chez les petits. Alors pour les gens de l'extérieur, elle est infime, mais pour les parents, elle est énorme. Et donc j'espère qu'ils feront d'autres séjours là-bas et que leur expérience servira à d'autres parents, parce que c'est pas forcément facile de se donner les moyens de soigner et de faire évoluer son enfant. Et
Donc on parle de 2 enfants, mais on parle de 2 familles extraordinaires. Et qui sont tout simplement venus frapper à votre porte. Oui. Et vous avez dit, il faut déjà avoir l'idée et le courage de faire cette démarche-là. Oui, c'est par l'intermédiaire d'une personne que je connais. On me les a présentés. J'ai dit oui de suite, sans savoir où je mettais les pieds. Et alors finalement, Et- vous mettiez les pieds où? alors, Ça vous engage à quoi cette histoire? Ça m'engage en rien, mais c'est tellement... si, ça m'engage à me démener pour trouver le maximum d'idées, le maximum de choses pour récolter des fonds, pour que ces familles... quand on voit l'énergie des parents, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. On voit la force et moi, alors je crois j'ai la chance d'avoir 2 enfants à peu près normaux, corrects, et les parents, je les admire vraiment et j'essaie de tout faire pour les aider tout simplement. Et pour tous ceux qui voudront éventuellement aider ces parents et vous aider pour cette association, est-ce qu'il y a un site internet? Il y a un site internet, c'est Antonino Sans Frontières. Antonino Sans Frontières, dans un moteur de recherche. Puis sinon, vous passez par nous, on transmettra. Voilà, exactement. C'est sur le Pays Basque. Thomas Allier, vraiment, c'est sur le Pays Basque, effectivement. D'ailleurs, on entend l'accent depuis le début de l'émission. Non, mais c'est très agréable. Hein, Alors, c'est moitié accent catalan et moitié accent basque. Il paraît que j'ai pris quelques mauvaises habitudes du Pays Basque, mais moi, ça ne me déplaît pas. Mais non, c'est pas des C'est un mauvaises. accent chantant, ça me va très bien. C'est pas des mauvaises habitudes du tout. On va partir maintenant sur des petites questions, je vous avais prévenu. Des questions qui vont partir un peu dans tous les sens. Déjà, pour rester dans le rugby, de quel rugbyman vous pourriez éventuellement être jaloux, positivement jaloux? Mais est-ce qu'il y a un rugbyman que vous enviez particulièrement? Bon, il y en a beaucoup. Tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance d'évoluer avec de très grands joueurs. Et, Aussi bien nationaux qu'internationaux. Ouais. Nationaux et internationaux. Et même des joueurs en seconde division quand j'ai commencé, ou même des jeunes. Donc pour ne pas faire de jaloux, je dirais que ce serait un mélange entre mes 2 frères, Marc et Mathieu, qui sont pétris de talent. Donc si on prend le meilleur des 2... Alors c'est quoi le meilleur chez Marc et le meilleur chez Mathieu? Marc, je rappelle que c'est l'entraîneur de Dax. Hein. Marc, c'est l'entraîneur d'Axe. Je suis obligé de dire du bien de lui, forcément, si je joue l'année prochaine. Il va être votre entraîneur. Allez-y, c'est le moment de tirer les pompes. Marc, au départ, c'était pas le plus doué physiquement de la famille. Il a fallu qu'il rame, qu'il travaille beaucoup. Et on parlait de volonté. Il a eu beaucoup de volonté pour y arriver. Puis voilà, c'est un tempérament très très fort avec des qualités physiques qu'il a su développer. Et puis Mathieu, c'est aussi un joueur très doué qui sait tout faire. Donc, avec des points forts quand même. C'est quoi les points forts de Mathieu? Ils vont avoir les chevilles qui enflent. Ah oui, bien sûr. C'est des joueurs qui sont complets. Donc forcément, quand on joue à un tel niveau, c'est des joueurs qui savent tout faire. Enfin, Marc était un joueur qui savait tout faire. Donc voilà, s'il y avait un prototype de ce joueur, je pourrais être jaloux. On reste très liés, vraiment, alors. Et vous éventuellement, vous pourriez envisager d'être entraîneur? C'est quelque chose qui vous plairait? Oui, vous avez été capitaine, vous auriez peut-être bien les qualités pour être entraîneur, non? Disons que j'ai passé mes brevets d'État pour pouvoir entraîner à haut niveau. Ah, d'accord. C'est quelque chose qui m'attire et qui en même temps me fait réfléchir, parce que quand on voit dans quel état finissent les entraîneurs de haut niveau, dans quel état ils sont, dans quel état de stress et d'anxiété et d'angoisse, des fois ça fait réfléchir. Je me dis que je ne sais pas comment je vivrais ça, comment je pourrais gérer ça, mais en même temps ça m'attire vraiment parce que ça m'a toujours plu, la tactique, la technique. Donc, mais la gestion du stress, vous avez l'habitude en tant que capitaine, en tant qu'international, non? Oui, j'ai l'habitude, mais je vois des joueurs qui avaient l'habitude lorsqu'ils étaient joueurs et lorsqu'ils sont passés entraîneurs perdent un peu leurs moyens, donc ça fait réfléchir. Mais bon, c'est vrai que c'est un poste qui m'attire aussi. Mais c'est un autre métier, malgré tout. C'est un autre métier. Quelle est votre plus belle victoire? On parle de victoire sportive, puisque c'est mon premier titre de champion de France avec Biarritz en 2002. Voilà, là où le rêve de gosse de brandir le bouclier de Brennus, qui est pour tout rugbyman un rêve, ce rêve il s'est réalisé en juin 2002, et là c'est ma plus belle victoire. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Tellement de choses, j'avais 29 ans et j'ai commencé le rugby à 6 ans, et donc ça faisait 23 ans que je rêvais de ce bouclier, et donc c'est tellement de choses qui passent, c'est difficile d'expliquer, mais il y a une joie,
un état second qui est... Quelque chose entre l'euphorie et les larmes peut-être. Un soulagement déjà parce que j'avais déjà perdu une finale et ça aurait été très dur de reperdre. Et puis c'est assez difficile à expliquer, mais bon, y a pas mal de joueurs qui l'ont touché et qui peuvent comprendre. Mais pour les autres, c'est un Graal. Et justement, vous parliez d'échecs. Quel a été pour vous l'échec le plus insupportable? On va rester sur le plan rugbystique. C'est certainement quand on parlait de défaites de finale perdue, c'était à Perpignan en 1998. Contre qui? Contre le Stade français. La première finale au Stade de France et ça reste une grosse cicatrice. Et comment on fait pour digérer quand on y a cru tellement et que... Parce qu'en même temps, entre guillemets, ça reste que du sport, mais vous, c'est votre vie, quoi. On peut pas... Oui, mais ça reste quand même du sport. On ne peut pas digérer, on ne peut pas oublier. J'ai gagné 3 boucliers depuis, mais ça fait... Ça n'a pas effacé celui perdu. Ça fait 9 ans, mais ça efface pas parce que c'était une aventure humaine, parce que c'était autre chose. Mais il faut quand même savoir relativiser tous ces événements sportifs, même si c'est notre métier, même si c'est notre passion, même si c'est 90% de notre vie. Il faut quand même savoir oublier, mettre ces choses de côté pour des choses plus importantes, notamment les associations qu'on peut parrainer ou autre chose, ou sa famille. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaitez tordre le cou? C'est... quand on partait en promenade familiale le dimanche... Ah, on replonge en enfance. On replonge en enfance. Ouais. Alors, puis ça remonte à loin. On allait chercher les asperges en famille et moi j'étais le seul à jouer au ballon et tous les autres trouvaient des asperges ou trouvaient des champignons et moi je trouvais jamais rien, je les voyais pas et puis je préférais jouer avec le ballon. Donc je suis toujours passé pour le plus feignant, mais bon, dans le sens gentil de la famille. Donc je voulais dire à tous mes frères et sœurs et à mes parents que je ne suis pas autant que ça. Et le plus beau compliment que l'on vous ait fait, Thomas? Alors, aussi bien au rugby que dans votre vie plus personnelle. Choisissez. Non, c'est quand on parle de mes enfants, parce que c'est vrai que c'est la maman qui a tout fait. Moi, j'ai presque rien fait, mais quand je vois mes enfants comme ils sont beaux aujourd'hui et comme j'essaye de les élever... Ils s'appellent comment vos enfants? Hugo et Lucas. Alors c'est pas une fierté parce que c'est des enfants faciles, que leur maman est assez forte pour m'aider à les élever, mais voilà. Le fait les enfants sont mignons. De devenir père, ça vous a forcément changé. Qu'est-ce que vos enfants vous ont appris? Que je vieillissais déjà. Malheureusement, on vieillit à travers ses enfants quand on les voit rentrer d'abord à l'école, puis après à la grande école. Donc, mais qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Beaucoup de choses sur moi-même, mais qu'est-ce qu'ils m'ont appris, mes enfants? C'est des tas de choses, mais j'espère qu'ils vont encore m'apprendre surtout des bonnes choses. Et le rugby? Qu'est-ce qui vous a appris, le rugby, sur vous-même? Comment il a pu influencer votre personnalité, votre développement? Mais le rugby m'a apporté la notoriété. Il y a des personnes qui sont reconnues pour leurs travaux scientifiques, pour leurs recherches scientifiques, pour leur action politique. Et vous, c'est important d'être reconnu dans votre domaine? Non, pas forcément. Non. J'ai jamais cherché la notoriété, mais c'est quelque chose qui n'est pas désagréable non plus. Donc, le rugby m'a surtout apporté la notoriété. Après, j'espère ne pas avoir trop changé. Je pense ne pas avoir trop changé à partir du moment où je suis devenu un peu plus connu et reconnu à travers mon sport. Mais en termes de qualité, les qualités que vous avez développées au rugby sont pour vous des qualités que vous aviez déjà en vous, finalement, et que le rugby a permis de mettre à jour. Je crois. Mais c'est surtout le rugby, c'est la continuité de ce que j'ai appris étant enfant, de ce que m'ont appris mes parents, de ce que m'ont appris mes copains. Et pour moi, c'était une... je pense être aujourd'hui comme j'étais à 10 ans ou à 12 ans ou à 6 ans quand j'ai commencé le rugby. À peine plus musclé peut-être. À peine plus musclé. Du haut de votre mètre 88 et de vos 106 kilos. Ouais, mais 108 kilos. 108, il y a 2 kilos de plus. Il y a 2 kilos de plus. Mais je pense ne pas avoir aussi. J'ai évolué en tant qu'homme, j'ai grandi, je suis père de famille, mais l'âme, j'espère, n'a pas trop bougé. Alors, j'imagine que comme souvent les sportifs, vous vous intéressez à d'autres sports, pas forcément que l'escrime. Alors à quel sport vous vous intéressez? Puis à quel sportif aussi? Est-ce que vous admirez d'autres sportifs dans d'autres catégories que la vôtre?
La liste est longue parce que c'est vrai que je suis beaucoup toutes les disciplines. C'est rare quand il y a une discipline que je n'aime pas. Je suis toutes les disciplines, donc j'ai beaucoup de sportifs que j'admire. Là, on vient de passer Roland Garros et c'est vrai que Roger Federer, par exemple, est pour moi un modèle, mais il y en a tellement. Donc je citerai un sportif plus proche de moi, puisqu'on est au Pays Basque, c'est le pelotari Pierre Etchalus, qui a été champion du monde il y a quelques années, qui est comme moi plutôt sur la fin de carrière, mais il y a le sportif et il y a l'homme à côté. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc c'est celui que je vais suivre de plus près. Et vous vous intéressez au golf aussi? Oui, j'essaye de jouer au golf. Je dis bien j'essaye parce que c'est pas la même taille de balle. Non, mais c'est vrai qu'on parle. Le rugby, c'est une passion, ça nous ronge, ça nous dévore, et de temps en temps, on a besoin de couper. Donc il y a la famille, il y a les amis, mais il y a aussi le golf. Il y a aussi le golf. C'est vrai que quand on est avec sa petite balle et son sac, eh bien, on est tranquille, on pense à rien d'autre. Et c'est vraiment un sport que j'apprécie beaucoup. Alors, changement de taille de la balle, changement de la taille du terrain. Ce serait quoi les valeurs du golf, d'après vous? En tout cas, les valeurs du golf, il y a le fair play, il y a le respect de l'adversaire. Quand on parle d'étiquette au golf, c'est la tenue, outre la tenue vestimentaire, c'est la tenue qu'on doit avoir sur un parcours. Donc c'est un sport de gentleman, le golf. Et alors, comme le rugby, hein, fair play et respect de l'adversaire. Oui, c'est vrai, comme au rugby. Sauf qu'au rugby, on est 15 pour avancer, et au golf, on est tout seul devant sa petite balle, et c'est pas plus facile. Mais c'est difficile de comparer les deux sports, mais ça peut être deux sports complémentaires. Mais il y a beaucoup de rugbymen qui font du golf. Et pourquoi? Et parce que c'est. Livrez-moi votre analyse sur cette coïncidence. Je pense que au golf, on n'y arrive jamais, on est toujours en progression, on a toujours envie de faire mieux. Et le rugbyman est un compétiteur, il veut toujours faire mieux, il veut toujours gagner. Et malheureusement, devant cette petite balle, on ne gagne jamais. On peut progresser, mais à la fin, on perd toujours. Il y a une école de l'humilité, là, quand même. Ah oui, mais même quand vous côtoyez les golfeurs professionnels, ils vous le disent, rien n'est acquis, il faut toujours se mettre en question. C'est un peu comme au rugby, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un parallèle entre les deux. Alors, vous êtes un rugbyman lecteur. Je vous ai demandé de nous amener un livre que vous pourriez nous conseiller. Et je crois que c'est tout simplement le dernier ou l'avant-dernier que vous avez pu lire. C'est un livre que je ne connais pas du tout. Le titre, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Harper Lee. Vous m'avez dit que c'est un livre qui a eu un prix. Oui, le Pulitzer en 61. Et alors, de quoi ça parle? Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je vais lire la 4e couverture, comme ça ce sera un peu plus simple. Je fais vraiment une publicité de ce livre parce que je l'ai dévoré en 3 jours, et c'est un livre qui m'a touché, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors on va vous écouter nous lire la 4e couverture, ça nous expliquera déjà l'histoire. Voilà l'histoire. Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses 2 enfants, Jem et Scoot. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre un noir, accusé d'avoir violé une blanche. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce livre. C'est vu par une petite fille qui aime terriblement son père et son frère, qui est privée de sa maman. Et c'est vrai que c'est par rapport aux luttes raciales, par rapport à... La relation entre le père et la fille aussi. La relation entre... Voilà, j'ai pas de fille, mais c'est vraiment un amour magnifique, quoi, d'écrire ses sentiments pour son papa à travers une histoire. Ça vous a touché? C'est assez touchant, c'est assez touchant. Petit message personnel à Madame Lièvremont, il n'a pas de fille, si vous entendez le message. Merci de nous avoir apporté le livre. Encore quelques questions avant de terminer l'émission. Avec qui aimeriez-vous rester coincé dans un ascenseur? Alors, soit un tout petit ascenseur où on peut mettre qu'une personne, soit un très gros ascenseur où on peut mettre plein de personnes. Un ascenseur moyen. Oui, j'aimerais. J'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents. Aucun? Un petit peu, mais j'étais trop petit et je n'ai pas profité. Et c'est vrai que je vois beaucoup de mes copains qui ont encore leurs grands-parents, et c'est un petit regret. Donc j'aimerais partager un peu de temps avec eux, tout simplement. Si vous pouviez croiser le petit Thomas Lièvremont qui a 7-8 ans, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Alors soit lui donner un conseil, soit lui dire un petit mot pour sa vie qui l'attend, soit une réprimande, je ne sais pas.
Petit Thomas Lièvremont aujourd'hui ne serait plus le même. Je pense que la société a évolué, donc il y a plein de choses qui ont évolué, qui ont changé, mais de ne pas changer grand-chose, de profiter de tout, quoi. Ça passe vite. Est-ce que vous vous souvenez, Thomas, de la dernière fois où vous avez pleuré? Oui, c'était il n'y a pas longtemps. C'était pour mon dernier match à Aguilera, au stade de Biarritz. Ça a dû être chargé d'émotions. Voilà. D'en parler, j'en ai la chair de poule. Oui, les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent. Je suis assez émotif, donc voilà. Donc voilà, c'était ce jour-là où j'ai été remercié par le public et c'était vraiment un bon moment. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie, Thomas Lièvremont? Je pense qu'il faut beaucoup de recul pour pouvoir parler de ça. Mais vous semblez en avoir pas mal. Est-ce que c'est d'être justement remercié, ovationné par son public après 7 ans de bons et loyaux services? Je ne crois pas que ce soit ça. Je pense qu'on peut en parler à la fin de sa vie de ça, mais pour être un peu philosophe, je dirais que c'est s'épanouir en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant qu'ami. Voilà, On vous sent bien dans votre vie quand même. On vous sent bien. Je dis pas ça parce que vous portez des baskets, mais on vous sent bien dans vos baskets quand même. Oui, mais en pleine possession de vos moyens. Oui, là je les perds un peu, mais sur la fin de l'émission. Mais oui, je pense quelque part j'ai eu de la chance depuis ma naissance. Donc voilà, j'ai essayé de provoquer la chance. Elle m'a souri et j'espère, voilà, j'espère que le reste de ma vie ressemblera à ce que je vis actuellement. La chance ou la divine providence? Un peu des deux. Allez, le dernier mot, il est pour vous, la dernière phrase, la dernière pensée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans cette émission et vraiment on est passé à côté parce que ça vous caractérise ou quelque chose d'essentiel qu'on n'a pas encore dit sur vous? C'est le moment. Bon, sur moi, je me garderai bien de... Non, on parlait de chance, de divine providence. Il y a un proverbe que nous a souvent sorti nos parents, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et je pense que c'est un peu pour résumer mon état d'esprit et l'émission, c'est voilà. Je vous remercie pour ces derniers mots. Et puis je vous souhaite une très très bonne continuation. À Dax, donc. À Dax. Et puis dans la famille. Merci beaucoup, Thomas Lièvremont.